Bonjour tout le monde, bienvenue dans la deuxième partie du documentaire 12 preuves que le monde a été créé par un concepteur. Nous avions vu dans la première partie 6 preuves. La première était la thermodynamique. On avait ensuite regardé les 4 forces fondamentales dans l'univers, le soleil, l'activité tectonique et volcanique, la composition du noyau de la Terre, la Lune et la lumière. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec la 7e preuve qui est l'eau. L'eau est un autre aspect très important de la création. Au premier abord, l'eau semble être une chose très simple. L'eau a ce gros atome d'oxygène et 2 petits atomes d'hydrogène. Cela semble simple. Mais l'eau est véritablement une substance miracle. Elle est réglée pour rendre la vie possible. Nous la buvons, nous nous lavons avec, nous cuisinons, nous nageons dedans. Ce liquide clair, insipide et inodore fait tellement partie de nos vies que nous ne pensons presque jamais à ses propriétés étonnantes. Nous mourrions dans quelques jours sans eau et nos corps sont constitués à 65% d'eau. L'eau est nécessaire pour dissoudre les minéraux essentiels et l'oxygène, vider notre corps des déchets et transporter les nutriments dans le corps lorsque cela est nécessaire. L'eau est la seule substance qui possède ces propriétés. À pression atmosphérique normale, l'eau n'est liquide que de 0 à 100 degrés. Il ne faut donc pas s'étonner que la Terre soit le seul endroit de l'univers connu pour avoir de l'eau liquide. Et cela dépend du bon type d'étoile, ni trop brillante, ni trop sombre, et donc ni trop grande, ni trop petite. Et la planète doit être à la bonne distance de cette étoile. L'agencement de la Terre par rapport au Soleil est une merveille d'ingénierie, comme déjà évoqué. L'eau a une capacité thermique massique idéale. Il s'agit d'une mesure qui indique combien d'énergie il faut pour changer la température de l'eau. Comme l'eau a une capacité thermique massique élevée, cela signifie que nous pouvons conserver une température corporelle stable. Notre température ne varie pas à tel point de rendre la vie impossible. La capacité thermique massique de l'eau permet aussi de garder stable la température de l'eau des lacs et des mers. Cela permet également d'avoir un système climatique stable. Cela signifie qu'il faut beaucoup d'énergie pour la chauffer, environ 10 fois plus que la même masse de fer, et qu'elle doit perdre beaucoup d'énergie pour se refroidir. Ainsi, les vastes étendues d'eau sur Terre aident à maintenir la température de la Terre à un niveau assez stable. En revanche, les masses continentales se réchauffent et se refroidissent plus rapidement. Lorsqu'elles sont combinées avec la température assez constante des plans d'eau, c'est une bonne chose. Cela signifie que différentes parties de l'atmosphère sont chauffées différemment, ce qui génère du vent. Ceci est essentiel pour garder l'air frais. Lorsque les liquides s'évaporent, ils aspirent la chaleur de leur environnement. Cela signifie que nous avons un moyen utile de rester au frais, transpirer. Une partie essentielle de ceci est la chaleur latente élevée de vaporisation de l'eau. Cela signifie qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour évaporer l'eau que la plupart des autres liquides. Nous avons donc besoin de transpirer relativement peu d'eau pour rester au frais. Si on devait transpirer presque n'importe quel autre liquide, la quantité dont nous aurions besoin serait énorme. L'eau est l'une des choses les plus proches d'un solvant universel. De nombreux minéraux et vitamines peuvent être transportés dans tout le corps après avoir été dissous. Les ions sodium et potassium dissous sont essentiels pour l'influx nerveux. L'eau dissout également les gaz tels que l'oxygène de l'air, qui permet aux animaux aquatiques d'utiliser l'oxygène. L'eau, un composant majeur du sang, dissout également le dioxyde de carbone, un déchet de la production d'énergie dans toutes les cellules, et le transporte vers les poumons, où il peut être expiré. Cependant, un solvant véritablement universel ne serait d'aucune utilité, car aucun récipient ne pourrait le stocker. Mais l'eau est repoussée par les composés huileux, nos cellules ont des membranes faites de ces derniers. Beaucoup de nos protéines ont des régions en partie huileuses et elles ont tendance à se replier, repoussées par l'eau environnante. Ceci est en partie responsable des formes nombreuses et variées des protéines. Ces formes sont essentielles pour remplir des fonctions vitales pour la vie. L'eau est une très belle conception.
Et il ne s'agit pas que de sa capacité thermique massique, car elle gèle de haut en bas dans les lacs et les mers grâce à la manière dont la glace flotte dans l'eau, ce qui est une capacité très inhabituelle pour les liquides. Il s'agit d'une caractéristique cruciale, car autrement, la vie deviendrait impossible si elle gelait de bas en haut. C'est une des autres caractéristiques réglées et intelligentes de l'eau. La 8e preuve d'un dessin intelligent est l'air. Au 2e jour, Dieu crée le système d'eau et le système climatique. Cela est très similaire à la façon dont un ingénieur travaille. Il crée l'alimentation d'eau et l'évacuation d'eau. C'est ce qu'on voit au jour 2. Lors de ce 2e jour, Dieu crée l'atmosphère, laquelle est très importante pour protéger la Terre. L'une des choses les plus magnifiques à propos de l'air, c'est qu'elle peut absorber l'eau comme une éponge. L'air est une partie très importante du cycle de l'eau, car quand la vapeur d'eau se condense, elle peut se condenser en nuages. On obtient ainsi un transport. Les nuages peuvent voyager de la mer à la terre et ensuite nous avons des précipitations lorsque les gouttes d'eau deviennent assez grosses. La gravité les attire vers le sol et elles pénètrent dans le sol et ensuite la pression d'eau peut les ramener à la surface dans des sources, courants et rivières. Ce qu'il y a également d'admirable avec le système d'eau, c'est que Dieu a mis des sources et des courants partout sur la terre. Ainsi, peu importe où l'on se trouve, nous ne sommes normalement jamais très loin d'un cours d'eau. C'est un aspect essentiel de la conception divine d'avoir placé de l'eau fraîche non loin de là où l'on habite. La vapeur d'eau peut donc exister dans l'air car, par exemple, l'air a juste la bonne densité. L'air n'est pas trop dense, de sorte que nous ne puissions pas courir à travers. Il ne nous ralentit pas, mais l'air est suffisamment dense pour que les oiseaux puissent voler. Dieu a également mis la bonne quantité d'oxygène dans l'air pour que nous puissions vivre et respirer. Mais il n'en a pas mis trop pour que des feux prennent spontanément. L'air est également très pratique, car il est transparent, de sorte à ce que nous puissions voir à travers, mais l'air peut aussi transmettre le son et les odeurs. Le scientifique créationniste Stuart Burgess raconte qu'il n'a jamais vu un ingénieur réussir à intégrer autant de fonctionnalités dans une substance comme l'air. Il s'agit d'une substance miracle. La 9e preuve se trouve dans les plantes et les arbres. Les plantes semblent simples, mais elles sont en réalité complexes. Les ingénieurs ne savent même pas créer un brin d'herbe, parce que cela est trop compliqué. Quand on prend une plante dans les mains et qu'on observe sa couleur verte chatoyante, il y a la chlorophylle qui produit par photosynthèse la nourriture pour les plantes, le glucose. Cette nourriture deviendra la nourriture des animaux. Ce procédé de la photosynthèse est un processus incroyable, où la chlorophylle, dans la plante, convertit l'eau, la lumière du soleil et le dioxyde de carbone en cette nourriture de glucose. C'est un processus que les ingénieurs ne peuvent pas répliquer. Quand on pense à la plante en elle-même, et comment la plante commence à partir d'une graine minuscule, nous pouvons être étonnés car toutes les informations sont contenues dans le code génétique de ces petites graines afin que des plantes puissent pousser. Quand on pense que cette graine est dans le sol entourée de terre et qu'uniquement depuis ce sol, tous les nutriments dont elle a besoin sont là, les minéraux comme les nitrates et les phosphates. Ensemble avec l'eau, et une fois qu'elle émerge du sol, elle reçoit la lumière et le dioxyde de carbone dans l'air. Tous ces simples ingrédients peuvent produire une belle plante, du blé ou des arbres. C'est une chose incroyable que de penser au sol, à l'eau, au soleil, à l'air, qui sont convertis dans ces plantes si utiles à l'homme et aux animaux. Le monde est rempli de merveilleuses relations où une part de la création est reliée à une autre. Si on prend les plantes, elles font partie d'un cycle de nourriture complexe. Les plantes sont productrices, elles produisent du glucose, un élément important pour les animaux. Les animaux, eux, sont des consommateurs primaires, et nous avons ensuite les décomposeurs, qui sont les bactéries et les champignons. Ces trois groupes indépendants des uns des autres sont producteurs, consommateurs et décomposeurs. À côté du cycle de nourriture, il y a d'autres cycles comme les cycles de gaz. Les plantes sont des producteurs nets d'oxygène.
Les animaux sont des consommateurs nets des oxygènes et des producteurs nets de dioxyde de carbone. Mais ensuite, on nécessite des bactéries pour les nitrates dont les plantes ont besoin. On observe toutes ces relations et on pourrait encore parler des besoins en insectes pollinisateurs des plantes, sachant que les insectes ont eux-mêmes besoin des plantes. Il y a des myriades de cycles de gaz, de cycles de nourriture et d'interliaisons entre différentes parties dans la création. Les arbres sont très beaux, mais ils ont également de puissantes structures. Le bois contient de petites structures tubulaires qui sont structurellement très efficaces. L'un des aspects les plus étonnants est la croissance adaptative. Le bois a cette merveilleuse capacité où les cellules vont sentir s'il y a un trop grand stress dans le bois, ensuite elles vont développer des cellules supplémentaires pour compenser. Le bois peut sentir qu'il a besoin de se développer pour des raisons de force et de stabilité. Les ingénieurs aimeraient faire cela, produire un matériel qui pourrait produire du matériel supplémentaire quand il y a un stress. Mais cela est trop difficile à produire. Les ingénieurs ne savent pas le faire jusqu'à présent. Comparons un arbre à un gratte-ciel, souvent considéré comme un exemple suprême de réussite humaine. Un gratte-ciel commence par un plan, élaboré par une équipe d'architectes et d'ingénieurs. Même un très grand arbre commence par une minuscule graine, souvent pas plus grosse qu'une tête d'épingle. Mais il regorge d'informations programmées complexes qui contrôlent son développement et un géant vivant. Il faut amener une montagne de matériaux tels que du ciment, du sable et de l'acier sur le site pour construire un gratte-ciel. Mais le plan d'arbre réalise la construction de son corps. Le système racinaire, le tronc et la couronne sur place, en utilisant simplement les matières premières qui l'entourent. Il utilise l'eau fournie par la pluie, le dioxyde de carbone et l'oxygène de l'air environnant et les nutriments dispersés dans le sol autour de ses racines. Non seulement cela, mais l'énergie qui rend possible la construction de sa structure impressionnante n'a pas à être générée ailleurs et canalisée vers le chantier. L'énergie du soleil est captée par des organes spéciaux des arbres appelés feuilles. Ces petites structures vertes, et pour la plupart plates et coriaces, contiennent des milliers d'usines minuscules mais très sophistiquées, capables de capter l'énergie solaire et de la convertir en substances riches en énergie. L'arbre les utilise pour construire son corps et pour remplir ses nombreuses fonctions. Ce processus, appelé photosynthèse, est de loin supérieur aux efforts similaires que l'humanité, avec toutes nos universités et instituts de recherche, a accomplis jusqu'à présent. Il utilise des composés organiques complexes et des structures si miniaturisées qu'elles sont invisibles à l'œil nu pour produire des sucres à haute énergie. La matière première clé utilisée dans cette fixation d'énergie est le dioxyde de carbone. Il s'agit d'un déchet généré lorsqu'un animal ou une plante brûle des substances comme les sucres pour obtenir de l'énergie. Comme c'est le cas lorsque des combustibles fossiles sont brûlés par les humains pour produire de l'électricité. Dans nos économies, nous luttons contre le problème de l'élimination des déchets, mais dans les arbres, cela est résolu de manière ordonnée et efficace par cette fixation de l'énergie solaire. Le sous-produit de ce processus est l'oxygène, qui est essentiel à la vie animale et végétale. Il est libéré des feuilles de l'arbre dans l'atmosphère par les mêmes ports d'accès, les stomates, à travers lesquels la matière première clé, le dioxyde de carbone, est absorbé. Poursuivons avec la 10e preuve qui est en lien, le mutualisme. Les plantes ne pourraient pas vivre sans l'aide vitale de ces organismes invisibles. Les arbres ne parviennent pas à tirer suffisamment d'eau dans leurs racines pour alimenter leurs besoins. Il y a des champignons spécifiques qui sont créés pour aspirer l'eau. On ne peut nous-mêmes digérer la nourriture sans les micro-organismes qui vivent dans nos intestins. Les vaches ne savent pas digérer l'herbe. Il faut les micro-organismes dans leur estomac pour faire la digestion. La terre est remplie de micro-organismes qui doivent être là pour les plantes et les animaux. Dieu a donc préparé durant ces premiers jours les trillons
de micro-organismes qui allaient préparer la voie pour les créations végétales et animales. Ils produisent la nourriture que les animaux allaient manger. Il y a des bactéries qui sont conçues pour forer le nickel, le magnésium, des molécules individuelles de magnésium, pour que les organismes puissent les utiliser. Il y a aussi le molybdène, dont nous avons besoin. Sans cela, on mourrait. Nous avons des molécules de protéines qui sont basées autour d'un atome de molybdène, et sans cet atome, ces molécules de protéines n'existeraient pas et nous ne pourrions exister. Nous pourrions mâcher du molybdène toute la journée et ne jamais réussir à en obtenir. Il y a une bactérie qui est conçue pour forer le molybdène des rochers et produire non seulement ce dont elle a besoin, mais assez pour que tous les autres organismes de la Terre puissent l'utiliser. On apprend de plus en plus que chaque élément dont nous avons besoin pour notre existence, qu'il y a une série spécifique d'organismes qui extraient les atomes, nous alimentent et les retournent au réservoir. Le cycle continue de manière perpétuelle pour chaque élément qui est nécessaire à notre survie. Il y a aussi des plantes créées pour les êtres humains, comme des plantes pour décomposer le plastique, ce qui n'était pas nécessaire à la création. Il y avait aussi des plantes médicinales pour notamment remédier à des poisons que nous allions créer et mettre dans l'environnement. Les plantes interagissent entre elles. Nous apprenons de plus en plus comment les plantes communiquent entre elles. Nous apprenons que lorsqu'un parasite touche une plante, la plante communique avec l'arbre adjacent à travers le système racinaire et prépare les plantes pour répondre à l'envahisseur. Cette communication n'a pas uniquement lieu à l'intérieur de la même espèce, mais entre différents types d'organismes. La 11e preuve a à voir avec le besoin d'un ingénieur. Le docteur Stuart Burgess parle des conceptions de systèmes et relate son expérience avec la conception d'un engin spatial. Un engin spatial est un système complexe, avec beaucoup de sous-systèmes. Il est impossible de faire évoluer un tel système de bas en haut. Il doit au contraire être conçu de haut en bas. Il serait ridicule de commencer avec les boulons, les écrous et les rondelles et espérer qu'un système complexe émerge. La Terre a un système bien plus complexe qu'un engin spatial. Quand on écrit un programme informatique, on ne commence pas avec une ligne par ici ou par là. On commence avec une conception d'ensemble. Le Dr Burgess travaille pour l'équipe olympique anglaise de vélo afin de développer la transmission. Il a conçu la chaîne de transmission et le pignon, l'entier système de transmission, pour obtenir une haute efficacité en compétition mondiale ou olympique. Il indique qu'il a fallu concevoir un système de haut en bas. Une conception n'évolue pas graduellement. Il faut imaginer les fonctions générales, le système entier, tous les sous-systèmes qui vont travailler ensemble pour produire les fonctions générales, et ensuite, lorsque tous les systèmes sont en place, on peut concevoir les composants de ces systèmes, et lorsqu'on rassemble toutes les pièces ensemble, on obtient un système entièrement fonctionnel. Ce que l'on observe dans un système de transmission de vélo est une complexité irréductible, ce qui signifie que beaucoup de pièces sont nécessaires simultanément pour qu'il y ait une fonctionnalité utile. Le vélo ne roule pas à moins que toutes les pièces soient correctement assemblées. Si un maillon se casse, le cycliste est à l'arrêt. Nous vivons donc dans un monde complexe avec des écosystèmes complexes et des substances ingénieuses comme l'air et l'eau. Tout est correctement ajusté. Il suffit d'un changement minime dans ses propriétés et tout le système s'effondre. C'est pourquoi les preuves d'un dessin intelligent sont écrasantes sur Terre comme dans l'univers tout entier. Il a forcément fallu un concepteur pour tout mettre en place et faire tous les ajustements. Le processus évolutif est à l'opposé du travail d'un ingénieur. C'est un procédé qui fonctionne aléatoirement et pièce par pièce, ici et là. Nous rencontrons dans la nature des mécanismes d'ingénierie, aussi bien chez les arbres que les insectes ou encore les animaux. On construit en ingénierie des roulements, des boîtes de vitesse, des structures. Ils représentent tous des systèmes irréductibles. Ils n'ont pas pu évoluer pièce par pièce. Une plante
est un système irréductible parce qu'elle nécessite de produire de la nourriture pour vivre, mais elle ne peut produire à moins qu'elle ait la chlorophylle et les mécanismes pour produire par photosynthèse. Tout dans la plante doit être correctement en place et il n'y a aucune preuve de plante évoluant étape par étape et on ne s'attend pas à trouver de telles preuves car on ne peut pas faire évoluer un système aussi complexe pièce par pièce. La plante a besoin du soleil, de la terre, des nutriments, de l'eau, l'air pour le cycle, cela est beaucoup trop complexe. Les oiseaux sont des œuvres d'ingénierie. Ils disposent d'une conception impressionnante d'efficacité. De bien des manières, ils sont plus efficaces que les véhicules créés par l'homme. Ils ont un contrôle bien plus poussé que nous de nos véhicules. On a par exemple mesuré l'inertie des ailes des mouettes, il s'agit du poids de rotation des ailes. L'inertie des ailes de mouettes est très bas parce que leur masse est très faible. Les mouettes sont capables d'utiliser ce qu'on appelle un frein aérodynamique quand ils battent des ailes. Plutôt que de dépenser de l'énergie pour décélérer quand ils battent des ailes, ils laissent leurs muscles se relâcher et utilisent la résistance de l'air pour les freiner, et cela rend les battements d'ailes plus efficaces. Un autre aspect de conception optimale est lorsqu'on regarde le mécanisme osseux à l'intérieur d'une aile d'oiseau. Si l'oiseau utilise ses muscles pour bouger l'articulation du coude, il bouge automatiquement l'articulation du poignet. Et cela est très important, car cela signifie qu'un oiseau peut déployer ses ailes très proprement. Cela signifie également que les oiseaux ont besoin de très peu de muscles au niveau du poignet, car le poignet peut bouger grâce au coude. Cela permet d'avoir des ailes légères et rend le vol très efficace. Les oiseaux sont un autre exemple de complexité irréductible. Il faut avoir plusieurs composants et tous les sous-systèmes en place du premier coup pour que l'oiseau puisse voler. Les avions sont un bon exemple pour illustrer cela. Les frères Wright n'ont pas construit les premiers avions avec des processus graduels. Il a fallu, dès le début, avoir toutes les pièces. Il fallait avoir les ailes aérodynamiques, les structures légères, les mécanismes de contrôle, et seulement quand toutes ces choses ont été assemblées correctement, a-t-on été capable de produire ce premier avion. Il a fallu beaucoup de créativité pour réussir cela. De manière intéressante, les frères Wright ont étudié les pigeons et ils ont raconté que cela leur a permis de comprendre comment produire un avion, car ils avaient remarqué que les pigeons bougeaient leurs plumes de queue et cela était le point essentiel quand les frères Wright ont réalisé que lorsque l'avion virait, il fallait une surface de contrôle compensatrice. Les plumes de vol sont des caractéristiques remarquables. Lorsqu'un oiseau lève son aile, les plumes s'écartent pour laisser passer l'air et réduire la résistance. Mais en descente, les plumes se ferment complètement, améliorant ainsi considérablement la portance. Aussi, un oiseau peut varier la forme de ses ailes pour un décollage, un battement, un vol plané et un atterrissage plus efficace. Il est remarquable de réaliser la vie prolifique qui existe sous l'eau. L'une des choses qui a rendu les ingénieurs confus pendant des années est la raison pour laquelle les poissons peuvent nager aussi rapidement. Quand on considère les oiseaux, certains peuvent voler à une vitesse de 80 km/h. Mais il y a aussi des poissons comme le thon qui peut nager à la même vitesse. Cela est remarquable, car la densité de l'eau est environ 1000 fois celle de l'air. La résistance au mouvement est proportionnelle à la densité. Comment donc expliquer que les poissons puissent nager aussi rapidement ? Ces dernières décennies, les ingénieurs ont étudié cette question en détail. Il s'avère que les poissons ont de remarquables propriétés qui leur permettent de nager aussi vite. Ils ont une forme très aérodynamique en forme de goutte. Ils ont également une substance visqueuse sur leur corps qui est lisse et les aide à glisser à travers l'eau. Ils sont également remplis de muscles. Comme ils sont flottants dans l'eau, ils peuvent être conçus de sorte à avoir des muscles de l'avant à l'arrière. Ils ont des muscles très puissants, ils nagent de manière efficace. Le résultat final est qu'ils nagent très rapidement. Les ingénieurs étudient leurs caractéristiques pour voir s'ils peuvent en concevoir certaines afin de créer de meilleurs bateaux. Attaquons maintenant la dernière preuve, l'information génétique. Nous pouvons comparer les ordinateurs aux cellules dans le sens où les deux font des calculs, mais une cellule se maintient en équilibre avec son environnement en convertissant de la matière brute qu'elle peut utiliser. Elle stocke
et transfère de l'information. Elle transporte sélectivement à travers sa barrière entre elle-même et l'environnement. Elle fait des copies d'elle-même. Voici donc un challenge à relever. Construire un ordinateur qui a un compartiment qui construit des ordinateurs. Voilà une tâche qui prendrait un long moment. Quand on pense donc au degré relatif de complexité et aux prouesses de l'ingénierie, on peut considérer qu'une bactérie comme E. coli comme étant plus complexe que n'importe quel ordinateur. En temps réel, elle évalue son environnement, prend les matières premières, élimine les déchets et fait des choses que les machines, aussi élégantes et puissantes qu'elles sont, ne sont au final que des calculateurs rapides et qui, sans alimentation électrique, perdent toute capacité. Les systèmes biologiques sont plus complexes de plusieurs ordres de grandeur par rapport à nos meilleures machines, qui elles déjà ont nécessité nos meilleures intelligences. Imaginons que nous devons concevoir une planète fonctionnelle, qui va être peuplée de millions d'espèces diverses qui devront interagir. Lorsqu'on fait la somme des paramètres d'ingénierie, nous allons avoir besoin d'une intelligence à même de visualiser toutes sortes de contraintes et de besoins qui devront être conjointement satisfaits pour avoir une planète fonctionnelle. Alors que nous passons de superordinateurs à cellules, de cellules à espèces, d'espèces à écosystèmes, d'écosystèmes à systèmes planétaires, le nombre de paramètres explose et on peut voir que la cause dont on a besoin doit être une superintelligence d'un ordre que nous pouvons difficilement commencer à saisir. Nous savons juste que cette cause doit être un esprit, une intelligence. La rationalité de base sous-tend l'inférence qu'un paradigme qui essaie d'expliquer l'origine de la planète que nous habitons, avec toute la vie qu'elle contient, et dans un système solaire où la position de la Terre est juste là où elle doit être pour avoir de l'eau dans les 3 phases, étant donné notre distance du Soleil et ainsi de suite, cela représente une tâche d'ingénierie de premier ordre. Et le paradigme qui a l'intention de répondre à cette question des origines va devoir gérer plus d'une question complexe. D'où vient la planète? Comment le Soleil s'est formé? Il faut expliquer l'information contenue dans chaque être vivant. Quelle en est l'origine? Ce code ADN incompressible que l'on ne peut pas obtenir à partir d'un algorithme. Si on a besoin de la séquence d'ADN pour une seule protéine, on a besoin de la séquence entière. Cela représente beaucoup d'informations, et pour toute cellule fonctionnelle que nous connaissons, on nécessite dans l'ordre 350 protéines distinctes, tout un tas d'ARN, et ainsi de suite. Le problème explose, la chose rationnelle à déduire de tout ce que nous observons dans le monde vivant, c'est que quelle qu'en soit la cause, elle doit être un esprit, une intelligence, un esprit puissant et omniscient, et cela ressemble beaucoup à Dieu. Le fonctionnement graduel et lent de l'évolution est factuellement impossible, et des expériences le démontrent. Il y a quelques années, Craig Venter faisait la synthèse d'une molécule d'ADN pour amorcer l'existence d'une cellule, et ils ont inséré ce brin d'ADN d'environ 1 million de paires de bases de long dans une membrane. Et cela ne fonctionnait pas. Ils se sont donc mis à vérifier ce qui n'allait pas. Il y avait une seule erreur. 999 999 paires de bases étaient correctes, mais une était incorrecte. Il s'agissait d'une protéine essentielle, et les cellules ne pouvaient pas fonctionner. Elles étaient complètement mortes. Cela nous indique que pour une seule cellule, il faut avoir tous les composants, sachant qu'une cellule ne fonctionne pas toute seule. Quand on pense à un écosystème qui a de multiples composants interagissant, tous étant nécessaires pour que l'écosystème fonctionne entièrement, si on ramène cela à l'échelle de la planète, il semblerait que l'on puisse puissamment argumenter que pour avoir une planète fonctionnelle qui peut maintenir la vie, il y a d'innombrables composants indépendants qui doivent être présents conjointement et simultanément. Cela requiert un ensemble de design simultané. L'ADN est le disque dur chimique dans le noyau des cellules de toutes les créatures vivantes. Il contient énormément d'informations. Un gène est une série d'instructions comme un paragraphe ou une phrase. L'ADN est composé de 4 lettres, G, C, A, T, et elles se lisent comme un livre et transmettent de l'information et indiquent à la cellule et à toute la machinerie à l'intérieur ce qu'il faut faire. Le génome, quant à lui, est une bibliothèque complète de séries d'instructions. Si la vie était simple, alors l'évolution serait peut-être possible, mais au plus la vie est complexe, au plus il devient compliqué à l'évolution de fonctionner. Quand on analyse l'ADN,
Le génome, le code informatique qui nous contrôle, cela est tellement complexe que l'évolution est disqualifiée. Nous avons affaire à un dessin intelligent et le darwinisme fait face à un défi insurmontable. L'ADN ne code pas que pour les protéines dont nous sommes faits, mais par exemple dans des systèmes de réparation. Il code pour construire des machines qui réparent les erreurs de l'être dans l'ADN. Quand on parle du génome, on parle d'un génome en 4 dimensions, en comparaison des programmes informatiques qui sont en 2 dimensions. Si on pouvait étendre un brin d'ADN, qui est une double hélice, nous obtiendrions 50 km en valeur d'ADN, et si on devait l'écraser dans nos mains, il serait de la taille d'environ une balle de golf. Le niveau de compression des données est phénoménal. Les informaticiens étudient l'ADN comme méthode de stockage d'informations pour nos propres ordinateurs. Il s'agit d'instructions qui indiquent à la cellule ce qu'il faut construire et à toutes les machines complexes dans la cellule. L'ADN n'est pas juste un fil, en une dimension. Il y a plusieurs dimensions, 4 en tout. La première dimension du génome est simplement l'ordre des lettres. Ils épellent les gènes et ces gènes disent à la cellule de produire telle ou telle chose. Nous avons un brin d'ADN long d'environ 180 cm dans chacune de nos cellules. Et il comporte un code. Mais ce code a un code qui affecte d'autres endroits dans le code. Si on voulait le dessiner, il faudrait avoir une feuille en 2 dimensions de toutes les lettres pour remarquer que tel groupe de lettres interagit avec un autre groupe de lettres, qu'un autre groupe de lettres désactive un autre groupe de lettres, puis un autre groupe de lettres va venir activer un autre groupe de lettres, etc. Il y a là comme un réseau de connexions à travers le génome entier. Il s'agit de la 2e dimension, et elle est incroyablement complexe. Nous avons ce genre de programme sur nos ordinateurs. Mais notre ADN est bien plus complexe car il y a une 3e dimension. La raison pour laquelle la 3e dimension est si formidable est que nous avons des régions d'espacement qui ne codent pas pour les protéines, mais elles sont super actives pour contrôler quels gènes sont activés et lesquels ne le sont pas. Elles contrôlent également la manière dont le chromosome se plie. L'une des premières choses que les scientifiques ont faites après que le génome humain avait été publié en 2003 a été d'analyser les gènes qui fonctionnent ensemble dans les mécanismes biologiques. Si on veut par exemple produire la couleur de la peau ou faire pousser un follicule de cheveux, il faut toute une série de gènes. Les scientifiques avaient prévu que les gènes qui fonctionnent ensemble seraient trouvés les uns à côté des autres dans le génome, mais cela n'a pas été le cas. Ils sont éparpillés un peu partout à travers le génome. Ils ont conclu qu'il s'agissait d'ADN poubelle, des restes de l'évolution. Mais quelqu'un a alors suggéré quelque chose d'autre. Si on traitait une cellule avec du méthanal, l'ADN réagirait avec lui-même et il se croiserait, et si on devait découper l'ADN, on obtiendrait tous les ADN X, c'est-à-dire les croisements. Une fois qu'on séquence les bras de ces X, on peut observer que ces gènes sont l'un à côté de l'autre dans un espace tridimensionnel. Les scientifiques ont découvert que les gènes qui sont utilisés ensemble sont trouvés l'un à côté de l'autre dans un espace en 3 dimensions. Ils ne sont donc pas positionnés aléatoirement, mais avec une précision spécifique, de manière à ce que lorsque les chromosomes se plient, les gènes qui sont utilisés ensemble seront soigneusement groupés à l'intérieur du noyau. C'est comme avoir un livre avec tous les mots mélangés, mais si on plie le livre de la bonne manière comme un origami, on peut alors lire le livre. L'information qui est comprise dans la première dimension, dans ce brin linéaire, doit être organisée de manière à ce que lorsqu'elle se plie dans la 3e dimension, elle continue de fonctionner. L'idée de l'ADN poubelle a été mise à la poubelle lorsqu'on a découvert cette 3e dimension. Premièrement, les scientifiques ont réalisé que le génome se plie dans un modèle fractal qui ne fait pas de nœud. Quand ils se sont rendus compte de l'emplacement des gènes, ils ont réalisé que les gènes qui fonctionnent ensemble sont les uns à côté des autres dans un espace 3D, même quand ils sont dans différents chromosomes. Quand les chromosomes se plient, ils amènent ces 2 gènes ensemble l'un à côté de l'autre. Habituellement, ce foyer de gènes est juste à côté d'un port nucléaire. Quand Dieu a programmé ces gènes, il savait que lorsqu'il fallait activer tous ces gènes, il avait besoin qu'ils soient dans un espace
tridimensionnels les uns à côté des autres pour que les mécanismes biologiques puissent être activés. Les petites choses dans l'ARN sort du noyau et est transformé en protéines. La quatrième dimension est le temps, et cela a également été une autre grosse surprise. Le génome change en fonction du temps et dans de multiples manières. Premièrement, les gènes qui s'activent et se désactivent changent en fonction du temps. Nous n'avons pas besoin des mêmes gènes lorsqu'on est un adulte ou que nous sommes dans le ventre de notre mère, ou lorsque nous sommes dans la phase de la puberté, ou bien lorsque nous marchons ou dormons. Nous n'avons pas besoin des mêmes gènes lorsque nous sommes en bonne santé et lorsque nous sommes malades. Les gènes doivent donc s'activer et se désactiver au fil du temps. Afin de faire cela, le génome change de forme. Si on a besoin d'un gène qui est perdu au fond du génome parce qu'on est malade, alors les chromosomes vont se plier d'une manière différente pour amener ce gène et l'activer afin de l'utiliser. Quand ensuite nous n'en avons plus besoin, il se compresse à nouveau. Il y a donc un changement tridimensionnel en fonction du temps, c'est donc un système en 4 dimensions. On peut par exemple avoir mangé quelque chose de mauvais pour nous. À ce stade, à part le foie, aucun organe ne détecte que cela pose problème. Le foie décide de se débarrasser de la toxine. Les chromosomes dans le foie vont changer de forme, exposer un gène pour une nouvelle protéine, en faire des copies et construire une nouvelle protéine pour tuer la toxine. Et lorsque cela n'est plus nécessaire, ils vont retrouver sa forme de base. Mais la situation est encore plus impressionnante. Le génome se reprogramme tout seul dynamiquement. Les cellules de nos cerveaux ont des génomes différents. Il y a des parties d'ADN dans une cellule de cerveau qui ne sont pas retrouvées dans d'autres cellules du cerveau. Tandis qu'on se développe, le génome se reprogramme par lui-même pour nous construire. Les cellules du foie ont des génomes différents également et ainsi de suite. Les choses ne devraient pas être ainsi dans le paradigme évolutif. Le génome devrait être simple. On ne crée pas des programmes informatiques qui changent tout seuls au fil du temps. Plusieurs expériences ont été faites à ce niveau, et les résultats sont généralement chaotiques à tel point que le système s'effondre. Nous devons soigneusement contrôler nos programmes informatiques. Récemment, on a découvert ce qu'on appelle en anglais le shifting, en génétique. Si on commence à lire la première lettre, on peut lire une information, mais si on commence à lire la deuxième lettre, on obtient une information totalement différente. Comment une telle chose a-t-elle pu évoluer ? C'est comme si on prenait un livre, et que lorsqu'on commence à partir de la première lettre, on lit une histoire de chevalier. Mais si on commence à lire à partir de la deuxième lettre, on obtient une recette de cuisine. Nous ne sommes pas en mesure d'écrire des programmes intelligents à plusieurs niveaux d'information dans les mêmes programmes. Si nous ne pouvons le faire avec intelligence, cela ne risque de se produire par des procédés aléatoires. La moindre opération aléatoire, dans nos simples systèmes informatiques, suffit à tout faire dysfonctionner. Nos génomes humains sont composés de 3 milliards de lettres, correctement ordonnées. La théorie aléatoire de l'évolution ne peut pas formuler de manière cohérente ce qui correspond à l'équivalent de 850 Bibles. Ce complexe système d'ingénierie rend gloire à Dieu et met au défi la théorie évolutionnaire qui doit l'expliquer avec des procédés aléatoires. Quand on analyse le génome, on se rend compte qu'on ne peut pas le construire petit à petit, car il faut qu'il soit fonctionnel dans toute sa complexité quadridimensionnelle imbriquée. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire une lettre à la fois, avec de la sélection naturelle. Quand on observe les écosystèmes, si tous les facteurs imbriqués n'étaient pas là pour fabriquer le puzzle, nous n'aurions pas cette écologie et le système s'écroulerait. Il suffit de retirer quelques facteurs importants pour que cela se produise. Soit tout est là en même temps, soit il n'y a rien de fonctionnel. Il y a une interdépendance et un mutualisme profond au niveau génétique et à tous les niveaux au-dessus. Le monde est rempli de mutualisme. Tout sur Terre dépend de la photosynthèse. Tout dépend des plantes qui récupèrent la lumière, stockent l'énergie en molécules de sucre. Si cela n'existait pas, rien d'autre n'existerait. Quand on parle d'une cellule, on parle de technologie. Et quand on parle de technologie, on parle d'intelligence. Quand on observe l'interdépendance de toutes les choses à l'intérieur d'une cellule, on réalise que des systèmes comme cela ne se produisent pas étape par étape. Des choses doivent exister tout de suite
où la vie ne pourrait pas exister. Il a fallu que Dieu conçoive le tout au commencement, afin de pouvoir laisser ensuite le fonctionnement naturel des choses se dérouler. Nous plaçons certes en tant que chrétiens de la foi en Dieu et en notre Créateur, Jésus-Christ. Mais lorsque nous regardons le monde autour de nous, cela correspond à ce que nous lisons dans la Bible à propos de la création. L'ADN est une puissante preuve de l'existence du Créateur, comme l'avait signalé l'ancien athée Anthony Flew. À mon avis, ce que l'ADN a prouvé, c'est qu'une intelligence a dû être impliquée dans l'assemblage extraordinaire de ces éléments si divers. Le code génétique ressemble à un couteau suisse. Il peut fonctionner différemment en fonction des situations rencontrées. Lorsque nous observons un véhicule sur la route, un avion dans le ciel ou un bateau qui navigue, nous comprenons qu'il s'agit là de conceptions intelligentes. La mer n'a pas fabriqué le bateau, ni le ciel, les avions, et la route n'a pas engendré la voiture. Il y a eu une pensée conceptrice en amont, avec de l'intelligence pour réfléchir à toutes les pièces, à tous les composants qui étaient nécessaires. Lorsque nous comprenons que les poissons sont bien plus complexes que les bateaux, les oiseaux bien plus ingénieux que les avions, et les mammifères et les êtres humains bien plus sophistiqués que les voitures, nous devons reconnaître qu'il y a un concepteur intelligent. Le code génétique était prévu pour que les créatures puissent s'adapter à toutes les situations. De nombreuses caractéristiques génétiques étaient disponibles et existaient avant même qu'elles n'aient été nécessaires. Cela montre qu'il y a de l'anticipation dans ce dessin. Nous devons ainsi accepter et reconnaître le Créateur, le Concepteur. Ce dernier a pour nom Jésus-Christ.